dans un royaume dont le nom s'est effacé des cartes et des mémoires. Étouffé par les siècles et englouti dans les brumes de l'oubli, il est un village solitaire, niché au pied des montagnes grises, que l'on nomme Varn. Peu de voyageurs y passent encore. Les chemins se sont refermés, les rivières ont changé de cours, et la forêt voisine semble douée d'une conscience ancienne, grondant sous le vent comme si elle pleurait. C'est là, entre enclume et silence, que vit Eylan, un jeune apprenti forgeron, orphelin recueilli par le vieux maître Arven, homme austère, au regard voilé. Eylan n'a jamais quitté Varn. Il ignore tout du monde, au-delà des collines. Il ne rêve ni de gloire, ni de guerre. Ses journées sont rythmées par le marteau, les étincelles et la sueur, jusqu'au jour où le destin, sans prévenir, fait irruption. Ce matin-là, la pluie s'abattait sur Varn, avec une colère inhabituelle. Le ciel, lourd comme un couvercle de plomb, semblait vouloir écraser le monde. Le tonnerre grondait au loin, et chaque éclat de foudre faisait trembler les fenêtres de l'atelier. Eylan, les bras noircis de suie, s'acharnait à marteler une lame de charrue tordue. Le vieux Arven était parti chercher du minerai en contrebas de la colline. Seul, Eylan profitait du calme pour s'exercer. Mais alors qu'il frappait le métal chauffé à blanc, un son différent retentit. Un écho creux, venu non pas de l'enclume, mais du sol. Intrigué, il posa son marteau et s'agenouilla. Sous les cendres, sous une dalle disjointe, il découvrit une étrange plaque de pierre, gravée de runes effacées. Il la toucha. Un frisson le parcourut. Puis un craquement sourd résonna. Le sol vibra doucement, comme un cœur qui se réveille. Une lumière bleue, fine et vive, jaillit des interstices, et dans sa tête, une voix s'éleva, ancienne, éthérée. Tu viens d'ouvrir la voie, les brumes se lèveront, et le destin te réclame. Eylan recula, effaré. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Mais déjà, la lumière emplissait l'atelier. Les outils s'élevèrent légèrement, comme portés par une main invisible. Un souffle d'air parcourut la pièce, renversant les braises, puis tout redevint silence. Le soir, Arven rentra, trempé et bougonnant. Mais lorsqu'il vit le regard d'Eylan, il sut que quelque chose avait changé. « Qu'as-tu vu » demanda-t-il d'une voix grave. Eylan hésita. Il raconta. L'éclat, la stèle, la voix. Arven pâlit. Il s'assit lentement, comme si un poids invisible venait de tomber sur ses épaules. « Tu n'aurais jamais dû, » murmura-t-il. « C'est sot. Il devait te rester oublié. » Eylan sentit une colère monter en lui. « Vous saviez? Vous m'avez caché ça ?» Mais Arven ne répondit pas. Il se leva, alla chercher un coffret de bois qu'il n'avait jamais montré. À l'intérieur, une carte ancienne, une bague marquée d'un symbole identique à celui de la stèle, et un fragment de métal noir, si froid qu'il gelait la paume. « Écoute-moi bien, Eylan, » dit Arven. « Ce royaume, Aerwald, n'est pas mort. Il dort, et tu viens de le réveiller. » Les jours suivants furent emplis de signes étranges. Le vent portait des murmures. Les animaux fuyaient les abords du village. Les anciens, courbés par l'âge, parlèrent de retour, de mal ancien, de marque du ciel. Et la stèle, elle brillait parfois, la nuit, d'une lueur bleutée. Eylan était tiraillé entre fascination et peur. Mais ce n'était que lorsqu'un messager apparut, un homme au manteau noir, monté sur un destrier d'ombre, que le choix fut fait pour lui. « Le porteur du sceau est appelé », dit l'homme sans même se présenter. « Le conseil dévoilé réclame audience. Le destin du royaume repose sur sa lame, ou sur sa chute. » Et dans la main du cavalier, Eylan vit une amulette d'argent, portant le même symbole que celui de la stèle. La nuit avant le départ, Eylan ne trouva pas le sommeil. Il resta longtemps assis près de la forge,
regardant les braises mourir une à une. Arven, silencieux, prépara un baluchon. Il ne dit presque rien, si ce n'est: ne fais confiance à personne qui connaît ton nom avant que tu ne le donnes. Au matin, le messager l'attendait. Il ne descendit pas de cheval, ne salua personne, il fit signe à Aylan. Celui-ci jeta un dernier regard au village, à la fumée de l'atelier, au vieux Arven, figé sur le seuil. Puis, il monta. Ils quittèrent Varn par un sentier que nul ne foulait plus. Les arbres semblaient s'écarter à leur passage. Les brumes se refermaient derrière eux. Le monde changeait de visage. Après plusieurs jours, ils atteignirent les rives du lac d'Aelr, miroir d'eau froide, où, disait-on, sommeillaient les âmes des anciens. Une bourgade, à demi abandonnée, servait de halte au conseil. Le messager mena Aylan dans une crypte. Là, sous les voûtes, l'attendaient 7 silhouettes. Toutes portaient des capes marquées du sceau. Une voix s'éleva, rauque, vieille comme les pierres. Le sceau s'est brisé, l'équilibre chancelle, l'héritier du feu est devant nous. Qu'en feras-tu, Aylan de Varn? Et dans l'ombre, une autre présence se manifesta, invisible mais puissante. Le destin du royaume venait de basculer. Sous la crypte, les 7 silhouettes formaient un cercle. Chacune portait un masque différent: bois, fer, verre, pierre, ivoire, cuir et argent. Celui de pierre parla le premier. « Le sceau que tu as brisé n'était pas une porte, jeune Aylan. C'était une barrière. » Celui d'ivoire enchaîna. « Tu es l'héritier d'un lignage ancien, né d'un pacte entre les forgerons de lumière et les gardiens du vide. » Aylan s'avança d'un pas, les poings crispés. « Je ne suis qu'un apprenti. Je ne veux pas de ce destin. » Celui de verre répondit d'une voix douce. « Le destin ne demande pas l'adhésion. Il exige la présence. » Alors, la silhouette masquée d'argent s'approcha, levant une main gantée. « Tu dois entreprendre l'épreuve. 3 artefacts liés à l'ancien feu ont été dispersés. Réunis-les, et la vérité sur ton sang et sur Aerwald te sera révélée. » « Et si je refuse ?» demanda Aylan. Le silence tomba, puis la voix de l'ombre invisible retentit à nouveau, plus claire qu'avant. « Alors les brumes s'abattront, et rien ne pourra les contenir. » La première destination fut Sirelia, une cité en ruine, jadis bastion de la flamme dorée. Aylan, accompagné d'un éclaireur du conseil nommé Tahen, traversa les landes grises, terres infestées d'ombres rampantes. Sirelia était hantée. Les murs pleuraient, les couloirs chantaient. Au cœur du vieux sanctuaire, Aylan trouva une forge brisée. Sur l'enclume, un fragment de lame ancienne, noir, léger et brûlant. Lorsqu'il le saisit, un symbole s'illumina sur son bras. Il vit, en flash, une guerre oubliée, un ciel craquant de feu, et un homme, son reflet, dans un autre temps. Mais une bête surgit des décombres, non vivante, non morte, faite de fumée et d'acier. Le combat fut terrible. Aylan, blessé, fut sauvé par Tahen au dernier instant. Mais la chose laissa derrière elle une marque, un cercle noir, qui ne cessait de grandir sur le sol. Chaque nuit, Aylan rêvait. Des visions de tours les écroulées, de dieux oubliés, et d'un nom qui revenait sans cesse, Mirewen. Tahen parla peu, mais il lui apprit l'essentiel. Les brumes ne sont pas naturelles. Elles sont le souvenir d'un serment brisé entre les peuples de l'Est et les veilleurs du ciel. Le second artefact reposait dans la gorge de Velm, protégé par les ailés, une tribu repliée dans le vent. Ils refusèrent l'entrée. Jusqu'à ce qu'Aylan prononce le nom qu'il ignorait connaître, Mirewen. La réaction fut immédiate. Une vieille prêtresse s'agenouilla devant lui. Le sang a parlé. L'enfant du feu est revenu. Dans le sanctuaire des hauteurs, un gant d'or ancien l'attendait. Lorsqu'il l'enfila, l'air changea. Il entendit Blézin,
brièvement la voix de sa mère, une femme qu'il n'avait jamais vue. « Va jusqu'au dernier miroir, Eylan, l'heure approche. » Le dernier artefact était gardé par les fils de la faille, des créatures nées de la magie altérée. Eylan affronta ses propres peurs dans un lieu hors du temps, le miroir d'Israël, où chacun voit non ce qu'il est, mais ce qu'il pourrait devenir. Il y vit un roi, il y vit un monstre, il y vit Arven, tombé, et lui-même, le regard froid, tenant une lame bleue trempée de sang. Mais il ne fléchit pas. Il trouva l'anneau, il en unit les 3 artefacts, fragments, gants et anneaux. La lumière explosa, et le voile se souleva. Eylan revint au conseil, mais une silhouette l'attendait. Arven. « Je t'ai caché ton nom, dit-il. Tu n'es pas un forgeron, tu es le dernier-né des veilleurs, ceux qui scellèrent le pacte avec le néant. Pourquoi? Parce que l'ombre te cherche depuis ta naissance. Elle a tué ta mère, et elle vient pour le royaume. Mais le conseil avait changé. 3 masques étaient vides. L'ombre les avait atteints. Alors, dans la crypte même, le ciel s'ouvrit. Des éclats de brume tombèrent comme des lames. Le sol trembla, le sceau se brisa à nouveau, et l'ombre parla. L'héritier m'appartient. Eylan prit la lame bleue. Son regard changea. Il ne fuit pas. Il marcha droit vers l'ombre et la confronta. La bataille fut longue, intérieure, ancienne. Il vit le passé, il vit les mensonges, il vit son pouvoir, et il fit un choix, ne pas détruire l'ombre, mais l'absorber. Il devint le gardien du sceau. À nouveau, mais à un prix, il ne pourrait plus revenir à Varn, ni être tout à fait homme. Les brumes se dissipèrent. Hervald respira. Mais dans les ruines du conseil, une silhouette s'éveilla, une femme. Ses yeux brillaient d'un éclat bleu sombre. « Mon fils m'a oublié, mais je me souviens. » Et dans les vents du nord, une nouvelle prophétie se leva. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement.